tous. Merci d'être là pour ces rendez-vous de l'archéologie. Vais-je présenter Mathieu Van Pen au public qui le connaît bien évidemment. Simplement, nous avons le plaisir donc de l'écouter ce soir. Comme vous le savez, je crois que je peux me permettre cette petite digression. Il est architecte, diplômé de l'École nationale d'architecture de Paris-Belleville. Il a soutenu donc il y a peu, en 2021, un doctorat à l'École pratique des hautes études, doctorat intitulé « Fabriquer l'espace culturel à la période gréco-romaine », le cas d'Atribis. Ce doctorat, il a pu le rédiger en bénéficiant d'un contrat fléché de l'IFAO. L'intérêt, je crois, dans le parcours de Mathieu, c'est qu'il a une expérience d'architecte et d'archéologue très riche. Il a participé en France à de nombreux travaux sur divers bâtiments classés, enrichissant donc son expérience. Par exemple, les cathédrales de Strasbourg, d'Albi et de Belfort, ou encore la fameuse chapelle des Templiers à Laon. Par ailleurs, donc, en Égypte, Mathieu travaille depuis 2010 à l'exploration et à l'étude de différents sites de la côte alexandrine à Assouan. Ses travaux sont centrés sur la construction monumentale de l'époque gréco-romaine et l'architecture balnéaire byzantine et médiévale. Il est actuellement responsable du service architecture et archéologie du Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak, et il participe à différentes missions de l'IFAO à Dendara, Taposiris Magda, Plintine et Der El Médine. Il intervient aussi à Atribis, dont j'ai dit tout à l'heure que le temple avait été au centre de ses travaux de thèse. Aujourd'hui, Mathieu nous fait le plaisir de nous exposer les travaux qu'il mène, seul ou en collaboration, à Karnak, site emblématique s'il en est de l'histoire et de l'archéologie égyptienne. Ouvert en 2021 dans le cadre du programme Karnak des origines, ce dans la continuité d'autres travaux menés beaucoup plus anciennement par des figures au début du XXe siècle, par des figures de la recherche, Legrain, Lortet et Franchet. Les travaux à l'angle sud-est du Téménos d'Amon-Ré visaient à établir une chronologie de l'implantation humaine dans les environs. Une première saison de fouilles a eu lieu, conduite donc par Mathieu Van Pen. Première saison qui a permis de redécouvrir un quartier assez dense, situé à son apogée hors les murs du temple. Grâce au travail donc de Mathieu Van Pen, deux spécialistes, le bâti et le matériel associé ont permis de formuler de premières hypothèses quant à cet ensemble apparemment fondé au Moyen Empire et à son évolution au cours du temps. Ces hypothèses, eh bien, nous avons le plaisir aujourd'hui d'entendre Mathieu Van Pen de nous les exposer. Donc c'est à toi, Mathieu, et merci en tout cas d'être là et de nous proposer cette conférence. Bonsoir à tous. Et je suis très heureux de vous voir tous, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas ce soir. Je tiens d'abord à remercier l'IFAO pour m'avoir donné l'opportunité de vous présenter l'actualité des recherches Karnaki. Un grand merci également, évidemment, au service des antiquités égyptiennes qui a rendu ces investigations possibles, au Centre national pour la recherche scientifique et au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui ont largement contribué à son financement. Et merci enfin à l'Institut français d'Égypte qui nous accueille ce soir dans ses locaux. Alors, ce soir, on va parler de Karnak au Moyen Empire, spécifiquement du développement urbain au sud-est du temple d'Amon,
où nous avons ouvert de nouvelles fouilles l'hiver dernier dans le cadre du programme Karnak des origines. Bon, ce programme, en quelques mots, il s'agissait de reconstituer les premiers temps du temple d'Amon-Ré à Karnak. C'est un projet porté avec passion, et ce, depuis plusieurs décennies, par l'actuel directeur du Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak, Luc Gabold. Le temple, donc, si on se fie aux théories les plus récentes, théories admises les plus récentes, aurait été fondé au Moyen Empire et se serait petit à petit développé jusqu'à la fin de la période romaine, avant d'être réoccupé à période copte et médiévale pour acquérir la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Or, au cours de nos recherches, la collation des sources anciennes a permis de redécouvrir une zone dans Karnak, d'où un matériel potentiellement bien plus ancien, prédynastique en l'occurrence, a été découvert au début du siècle. La zone incriminée se trouve donc ici, entre les murs du Nouvel Empire, le mur de Nectanebo, et à proximité donc des quartiers d'habitation des prêtres, qui ont été fouillés, je crois que c'est les années 80, 70, 80. C'est une zone qui est encore largement méconnue, si ce n'est pour quelques interventions ça et là. Alors, celle de Legrain d'abord, entre 1900 et 1905, il écrira avoir trouvé au cours de ses fouilles et dans l'axe de la porte sud-est, des fragments de poterie et des silex qu'il attribue à la période archaïque. Il ne nous a malheureusement pas laissé de plan, sa documentation n'était pas complète, mais les fouilles devraient se situer à peu près là, sous l'élégante patate rouge que vous avez là. Après Legrain, Lortet fouille dans la zone qui nous intéresse entre 1907 et 1908. Une fois encore, c'est impossible de déterminer avec exactitude où il a travaillé, mais les photos d'archives nous ont permis de situer les interventions à peu près là, donc directement au nord de la zone où Legrain avait travaillé. Lui ne mentionne pas de matériel ancien, mais il n'est pas descendu très profond, donc ce n'est pas exclu que le matériel ait existé dans des couches qu'il n'aurait pas atteintes. Enfin, après Lortet, Franchet ouvre une tranchée à l'angle sud-est en 1912-1913. C'est une fouille qui a été, cette fois-ci, superbement documentée, ce qui nous a permis de la situer assez précisément, et la documentation permet également de se faire une bonne idée de la chronologie sur place. Le matériel qui a été extrait, toujours selon Franchet, parce qu'il n'a pas laissé de dessin, couvre un intervalle de temps qui irait de la période romaine à l'énéolithique, donc le prédynastique en fait. Alors, malgré la finesse de cette documentation, il n'est nulle part fait mention des altitudes de fondation ni des rapports stratigraphiques entre matériel et structure. La question de savoir si ces éléments sont donc du coup liés à une occupation extensive du site à période prédynastique, ou s'il s'agissait d'un dépôt ponctuel, ou même encore si c'était complètement hors stratigraphie, hors contexte, cette question-là se pose. Et elle se pose d'autant plus que des fouilles récentes à proximité, donc celles d'Aurélia Masson et de Marie Millet, au début des années 2000, n'ont, elles, absolument pas trouvé de matériel qui remonterait aussi loin dans l'Antiquité. Donc, on a ouvert un nouveau secteur pour tenter d'y voir un peu plus clair et de reficeler la chronologie. Alors, le terrain choisi se trouve ici, entre les fouilles de Franchet et les fouilles de Legrain. Alors, ça permettait, se placer comme ça entre deux fouilles connues, permettait de se raccrocher à la documentation existante et d'apporter de la matière inédite pour pousser plus loin l'analyse et compléter les documentations des fouilles anciennes. Des relevés topographiques de la zone effectués par le centre avant l'implantation
du secteur de fouilles avait en plus révélé que l'altitude générale était ici très légèrement supérieure aux alentours, ce qui nous laissait espérer une zone vierge. Donc on a implanté une tranchée grossièrement nord-sud, parallèle au mur d'enceinte de 15 mètres par 8, et on a commencé à descendre. Et alors là, tous ceux qui sont dans la salle et qui ont déjà ouvert des fouilles savent bien que ça ne se passe jamais vraiment comme on l'aurait voulu. Et il s'est très vite avéré que le terrain qu'on avait choisi, qui contenait des structures apparemment en place, il avait déjà été partiellement fouillé à une date indéterminée et recouvert d'un remblai, un beau remblai de terre rubéfiée, très meuble, qui nous a posé beaucoup de problèmes. Donc on aurait dû se rendre compte de toute façon dès le début qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. La terre du remblai a été complètement écarlate, brûlée, et les murs, eux, ils étaient restés en briques parfaitement crues, donc un beau gris vert olive, un mur cru, quoi. Le comblement de ces grandes couches de terre brûlée a été dépouillé de sa céramique, et Sylvie Marchand, qui a beaucoup travaillé avec nous sur ce projet-là, a daté ces remblais majoritairement du Nouvel Empire. Pour ça qu'on a été bluffé sur le début, c'est parce que la céramique était presque homogène, il y avait finalement assez peu d'impuretés. Il y avait quelques intrusions anciennes qui remontaient au Moyen Empire et à la deuxième période intermédiaire, mais c'était quand même beaucoup du Nouvel Empire. Alors, d'ailleurs, on a remarqué l'absence, ou au moins l'extrême rareté, d'éléments beaucoup plus tardifs, comme du byzantin, qu'on retrouve partout à Karnak, ce qui est assez inhabituel quand on est proche de la surface, dans un site comme celui-ci, qui a eu une durée de vie très longue. Toujours est-il que ce niveau, qui faisait penser au niveau d'incendie mentionné par les archéologues du début du siècle dans leurs publications, contenait quelques éléments indubitablement modernes, donc on a pressé un peu les déblaiements et on a pu tomber sur des niveaux en place qui couvraient une période qui allait de la 12e dynastie au début de la 18e dynastie. Et ces niveaux se sont révélés être tout à fait fascinants, et c'est cela que je vais vous présenter maintenant. Donc, comme le but de la manœuvre, c'était la recherche des origines, on va commencer par le début et on va aborder les niveaux les plus anciens. Compte tenu de la densité des vestiges en place et surtout des limites en temps, parce que tout ça s'est passé sur une période assez courte, on a pu ouvrir qu'une toute petite fenêtre qui a atteint les niveaux anciens, d'environ 2,80 m par 1,20 m, et elle n'a pas atteint de niveau prédynastique rapporté par Franchet. Les niveaux en question, donc pour information, seraient autour de l'altitude 72,5. Nous, on est à 74,70, donc il y a 2,50 m d'écart. Il va nous falloir encore descendre pas mal pour les trouver. Mais on a quand même trouvé des trucs intéressants. Donc dans ces niveaux, on a découvert une petite structure semi-circulaire, dont l'usage n'est pas vraiment certain, mais qui ressemble quand même foutrement à un silo. Vous verrez qu'on en a d'ailleurs quelques-uns dans le secteur. Impossible de savoir combien de temps cette structure a été active, ni si elle était ou non intégrée dans un ensemble plus important que ça, même si ça semble quand même assez vraisemblable. Il y a un petit bout de mur au coin du sondage qui semble fonctionner donc avec le silo, mais il va falloir de toute façon tout élargir pour comprendre un peu mieux et pour avoir des liens clairs. Ce qu'on sait en revanche, et vous verrez que dans la zone c'est une constante, c'est qu'à un moment de son histoire, cette structure et toute la zone attenante a été recouverte d'un gros remblai d'une destruction, en fait, de briques concassées et de limon, qui comprenait tout un tas de matériel hétéroclite avec des silex taillés. Il y avait un matériel céramique de la fin de la 12e dynastie, c'est ce qui nous a permis aussi de borner un petit peu. Alors il n'est pas impossible que ce remblai soit le résultat de la destruction partielle ou totale de ces structures avant un remaniement large du quartier. Ça expliquerait la forte concentration en briques concassées dans les déblais. Alors cette première phase
donc comme je le disais, n'a été atteinte que sur une surface très limitée et n'est finalement d'intérêt que comme borne chronologique. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que à la fin de la XIIe dynastie, le secteur est déjà actif. Et les niveaux suivants seront en revanche vachement plus rigolos, comme on va voir. Alors, au-dessus des niveaux anciens, on a des constructions, on a trouvé des vestiges en fait que l'étude du mobilier céramique a permis de dater de la XIIIe dynastie. Cette occupation se décompose en deux moments principaux. Une phase première où on fait apparemment cuire du pain et une seconde phase où on stocke des trucs. Je vous montrerai quand on y sera. Donc la zone accessible à la fouille était cette fois-ci un peu plus large, environ 8 mètres par 8. Et on a découvert à ce niveau une série de murs de briques orthogonaux qui définissaient 8 espaces distincts. Les espaces périphériques, ils étaient trop étroits ou bien scellés par les structures supérieures, donc on ne les a pas touchés. En revanche, les deux espaces centraux nous ont amené une brassée d'informations nouvelles. On a d'abord à l'ouest un grand espace, donc c'est à peu près ici. Voilà, c'est de cet espace-là qu'on parle. On a un grand espace d'à peu près 4 mètres par 3, et cet élément du plan est vraiment structurant en termes distributifs. On y accède au nord, où on a trouvé une grande pierre plate, ici, qui a pu faire office de seuil. Alors c'est un peu difficile d'être sûr de quoi que ce soit, mais compte tenu de l'épaisseur des murs et de la portée à couvrir, il est tout à fait possible que cet espace ait été une cour, ou du moins un espace à ciel ouvert. On accède depuis cet espace à une petite pièce à l'est, d'à peu près 3 mètres par 1,75 m, et ces deux espaces ont fonctionné ensemble pendant tout le début de cette deuxième phase. Cette activité assez intense a laissé des traces archéologiques, donc on a déjà une réfection régulière des sols dans toute la cour. On en a dénombré 7 sur à peu près 50 cm, et ils sont tous faits à peu près de la même manière, c'est assez classique, hein, c'est des sols de mouna très indurés, d'argile très indurée, qui scellent une petite couche de débris et de bric-à-brac divers, dont une quantité impressionnante de moules à pain. Donc voilà, ça ressemblait à peu près à ça. Leur présence donc en grand nombre, elle pourrait être étonnante si on n'aborde pas la petite pièce, les fonctions de la petite pièce. Pendant que le niveau de sol montait dans la cour, il montait également dans cette pièce, mais cette fois-ci, ce n'était pas des jolis sols en argile, cette fois-ci, c'était des couches de cendres qui comblaient l'espace. Et il a été difficile de les distinguer les unes des autres, probablement parce que la cendre, lorsqu'elle n'est pas humidifiée, est extrêmement volatile. Donc du coup, plutôt que de couches de cendre, il faudrait plutôt parler de tas de cendres ou de rejets. En tout cas, c'était tout perturbé, tout mêlé, probablement par les allées et venues des artisans qui rentraient et sortaient de la pièce. Alors, ce n'était pas de beaux fours qu'il y avait dans cette pièce, c'était plutôt des petites zones quadrangulaires délimitées par une rangée unique de briques. On en a dénombré 4 pendant la durée de vie de la pièce, dont au moins 2 qui ont fonctionné simultanément. On a fouillé que la moitié de la pièce, donc il y en a probablement encore d'autres qui sont cachés dans la partie qu'on n'a pas fouillée. Donc ces rejets comportaient un matériel céramique assez dense et assez riche, notamment en ça. Donc c'est des petits pâtés d'argile sigillaire, donc de l'argile très très pure, très très lisse, à la surface desquels on voit les traces des doigts en fait des gens qui les ont patouillés. Donc on pense que ce serait des scellés en épigraphe, ça peut aussi être des billes de comptage, c'était une hypothèse que Georges Soukassian avait émise pour Balat. Sauf que là, on en a certaines sur lesquelles on a des empreintes de sceaux encore visibles. Alors je ne sais pas si ça se voit très bien d'où vous êtes, mais on en a quelques-uns d'inscrits. Les fours contenaient également de la cendre
Et donc voilà, la cendre. Et dans cette cendre, il y avait des petits fragments de céramique, vraiment de la miette de céramique, comme si on avait des pots qui se seraient émiettés pendant cuisson dedans. C'est assez intéressant. Il y avait aussi un petit torse de femme en terre modelée noircie, donc ça n'a pas été cuit, ça a été modelé et jeté dans le feu, d'où la couleur. Et puis ça s'est petit à petit recouvert de cendres, et voilà. Donc on a quelques petites choses comme ça. Les briques des fours qui étaient soumises à une chaleur assez intense sur de longues périodes ont rougi à leur surface, seulement la surface exposée au feu en fait, et sur 1 ou 2 cm de profondeur, pas plus. Donc le même phénomène s'observe aussi sur les nus des murs de la pièce, au droit des fours, ce qui permet parfois de restituer des foyers qui ont été démontés, ou même des foyers qui n'ont jamais été délimités, en fait, par des briques. Pendant toute la durée d'activité de cet espace, les foyers ont été concentrés le long des murs sud et ouest, et l'espace au nord, qui était directement lié à l'entrée de la pièce, faisait office de circulation vers la cour. Donc dans la cour, c'est difficile de savoir exactement ce qui se passait à ce moment-là. On peut essayer d'imaginer. Les moules à pain y étaient extrêmement nombreux, beaucoup plus qu'à l'intérieur de la pièce, et surtout, ils étaient beaucoup plus fragmentés que dans la pièce. Donc, bon, peut-être on démoulait les pains à cet endroit-là, en tout cas on les manipulait beaucoup, peut-être c'était également l'endroit de préparation pré-cuisson, ça aurait un certain sens en termes de logistique. Et ça aurait aussi du sens vu le matériel qu'on a trouvé dans la cour. Donc on avait un matériel comme ça, très riche en lames de silex taillées, que un de nos collaborateurs, Raphaël Angevin, qui est spécialiste de ce type de mobilier, est en train d'étudier. Et il y avait aussi un certain nombre de meules, donc on a pu moudre, peut-être faire de la farine, je ne sais pas, un lien avec la préparation des pains. En tout cas, aucune installation de cuisson n'a été retrouvée dans la cour. On a une multitude de tout petits foyers qui ressemblaient à ça, mais ils avaient un diamètre très restreint. Ils n'ont pas rougi le sol d'argile où ils étaient posés, comme ça aurait été le cas pour des foyers très intenses avec une utilisation très longue. C'était peut-être pour faire chauffer du thé, ou je ne sais pas exactement. Éclairer, se réchauffer pendant la nuit, aucune idée. On note également un petit aménagement quadrangulaire assez énigmatique. C'est séparé en 2 cases. Ça pourrait ressembler à un des fours trouvés à l'extérieur, mais il n'y a pas de traces de brûlure. Et les 2 cases étaient comblées de débris et d'une légère dépression. Alors on voit peut-être pas trop à l'écran, mais si on voit en fait une légère dépression bien circulaire qui était comblée de cendres. Alors la fonction est énigmatique. La dépression circulaire fait penser à un support quelconque. Mais pour le moment, on n'a pas encore trouvé de parallèle. Les allées et venues ont déplacé un peu de cendre qui s'est étalée dans la cour. Elle est rentrée en partie dans la composition des sols, qui sont pailletés de petits charbons, mais on ne retrouve pas, à proximité immédiate du complexe, de grands cendriers. Donc est-ce que les rejets étaient utilisés par d'autres activités ? Ce qui aurait limité l'accumulation dans le secteur, ou est-ce que ces installations n'ont pas perduré très longtemps ? Pour le moment, on hésite. On hésite d'autant plus que au-dessus de tout ça, et au-dessus de l'ultime réfection des sols, et après, on va dire, une 50aine de centimètres d'accumulation de niveau d'activité, une dernière couche d'énormes débris a été étalée dans la cour. Ça vient marquer la fin de la phase de transformation alimentaire et le début d'une nouvelle activité pour la zone. Dans les débris, on trouve un matériel céramique qui est assez cohérent, relativement identique à ce qu'on avait trouvé dans les couches précédentes. Toujours daté de la XIIIe dynastie, avec des pots parfois complets qui ont juste été vraqués dans les remblais, et quelques babioles sans trop d'intérêt, une grosse quantité de briques concassées qui contenaient, et ça c'est intéressant de le noter, des modules presque intacts brûlés sur une de leurs faces. Alors,
cette configuration va immédiatement rappeler à ceux qui ont suivi les briques des murs au droit des fours de la phase précédente. Et pour cause, ces murs sont détruits pendant cette phase. Et du coup, a priori, les débris auraient été étalés sur toute la zone et on aurait construit un nouveau mur parallèle au mur nord de la phase précédente, juste 3 mètres plus loin, quelque chose comme ça. La limite nord-est est également abattue, bien qu'il soit difficile de dire pour le moment si c'est une destruction totale ou partielle. On sait en revanche qu'il y a une portion au moins qui est reconstruite à son emplacement exact. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut reconstituer une bonne partie de la logistique de chantier de la manière de faire disparaître les déblais, donc qui sont intégrés dans les sols, à même la zone de préparation de la mouna. Ça, c'était rigolo. Donc toutes ces modifications viennent déterminer un nouvel espace dont la limite nord-est a disparu dans une grande fosse que voilà, qui était directement liée à l'activité archéologique du secteur, probablement celle de Legrain par proximité, vu qu'il a travaillé juste à côté. Enfin, ce n'est pas entièrement certain, et ça peut être lié également à des activités dont nous, on n'aurait pas eu connaissance. Cette fosse, elle était entièrement comblée de céramique, qui incluait de nombreux tessons peints. Ça a formé un gigantesque tessonnier qui contenait un matériel vraiment hétéroclite et qui était aussi riche en figurines de terre cuite et autres babioles. Il n'a évidemment rien à tirer de ce matériel qui est complètement hors contexte. Cela dit, ça nous indique tout de même que nos prédécesseurs ont travaillé sur des niveaux manifestement assez riches, qui vont de la XVIIIe dynastie à la période byzantine. Et c'est amusant parce que c'est exactement les niveaux qui nous manquent à notre stratigraphie, en fait. Donc il y a peut-être un lien. La fosse a heureusement épargné une zone au sud de l'espace dans laquelle 2 silos ont été découverts. Ces 2 structures qui ont été construites directement sur la rase des murs de la phase précédente, et ce, sans aucune fondation ou presque. Leur conception, elle est assez classique. Ça ressemble à ce que l'IFAO a trouvé à Balat ou à ce que le centre de Karnak a trouvé dans la cour du 10e pylône. On a des parois d'une dizaine de centimètres qui sont construites en briques posées en paneresse. On remarque que beaucoup de ces briques sont très très fragmentées. Il s'agit peut-être d'éléments qui ont été récupérés des phases précédentes et qu'on aurait réutilisé ici par économie. C'est une hypothèse qui se défend, surtout qu'on a encore retrouvé ces briques brûlées sur une face dans la composition des parois et du sol. Parce que le sol, donc, était dallé. Alors, concernant ce dallage, on note qu'il est posé sur une couche très fine de sable pur qui remplit également les joints du silo. On retrouve souvent des couches de cendres sous les silos au moins de cette période. Et a priori, ce serait le pouvoir dessiccatif de la cendre qui protégerait contre les insectes. Alors ici, on n'a pas de cendre, et c'est pas faute de ne pas en avoir eu sous la main, parce que la phase précédente, rappelez-vous, on produisait des brassées. Donc si on avait voulu, il suffisait de se baisser. Du coup, peut-être le contenu du silo n'avait pas besoin de protection contre les insectes, on ne sait pas trop. On n'a retrouvé ni dans les joints ni dans le comblement d'indices quant au contenu. On a fait des prélèvements, mais il va falloir des analyses archéobotaniques un peu plus fines pour savoir si ça donne exactement quelque chose. Le mystère reste donc entier pour l'instant. De même qu'on ne sait pas trop ce qui se passait dans la cour à ce moment-là, l'activité a été nettement plus faible. En tout cas, il n'y a plus le feuilleté qu'on avait trouvé avant qui signalait une accumulation et une réfection régulière des sols. Quant à la durée de la phase, on n'en sait pas encore davantage. Cependant, l'espace entre les silos et le mur... Tiens, c'est marrant, il manque une diapo. Ah non, c'est ça. L'espace entre le silo et le mur
il était comblé d'énormément de céramique, en fait, quasiment pure. Il n'est pas impossible que cette céramique soit finalement des rejets ou des poubelles du quartier, en somme, et qui se serait retrouvée coincée ici, un peu hors d'atteinte, entre les silos et les murs, accumulés petit à petit pendant la vie des structures. Donc l'étude de ce matériel, peut-être, va nous permettre d'affiner la chronologie, mais enfin, il va falloir attendre la saison prochaine pour ça. Alors cette phase s'arrête avec de nouveaux remodèlements de la zone et une dernière occupation. Alors celle-là, elle est plus délicate à délimiter que les précédentes. On arrive dans les niveaux hauts qui, rappelez-vous, étaient très perturbés par les fouilles qui avaient eu lieu dans le secteur. Tous les liens stratigraphiques ont disparu, de même qu'une bonne partie des sols. Donc pour dater tout ça, c'est un peu compliqué. Et pour compliquer encore les choses, on n'a pas pu évacuer tout le remblai qui recouvrait les structures dans la moitié sud de la zone de fouille. On se retrouve donc avec un réseau orthogonal de murs dont on sait qu'ils ont fonctionné ensemble puisqu'ils sont liés les uns aux autres, mais qui définissent des espaces dont l'usage est totalement inconnu. L'étude de la maçonnerie ne révèle pas de coups de sabre ou de reprises, et les structures ont vraiment l'air d'avoir été faites en une seule fois et de ne pas avoir été retouchées. Il est trop tôt pour émettre des hypothèses sur la fonction de ce dernier ensemble, mais on sait de façon certaine que les silos sont détruits à cette phase par l'installation d'un mur que l'on suit en surface sur une quinzaine de mètres environ, et qui appartient aux structures qu'on a découvertes en début de fouille. Le second silo est probablement détruit en même temps, mais là encore, on n'a pas la preuve. Bon, ce serait logique compte tenu des niveaux de circulation, cela dit. Bien que la plupart de la stratigraphie ait été perdue, on a cependant eu la chance d'identifier une petite zone qui appartient à cette phase à l'ouest et qui a été délaissée pendant les fouilles du début du siècle. C'est un minuscule bout de terrain, ça ne permet évidemment pas de reconstituer toute l'histoire de la dernière phase, mais ça offre quand même des indices intéressants. En termes de structure déjà, parce qu'on fait face à une énigme, qu'est-ce que c'est que ces petits espaces longilignes très étroits qui apparemment n'est ouvert par aucune porte, et s'il y en a une, elle se trouve quelque part par là. Donc on aurait un espèce de long couloir en cul-de-sac. Ça n'a pas de sens. Sauf s'il ne s'agit pas d'une pièce, et si on est en sous-sol, si ce truc-là est finalement la fondation de niveau au-dessus. Ça expliquerait la présence des deux petits murets qu'on voit là sur le plan. Donc à cet endroit-là, la maçonnerie des phases précédentes a été creusée, manifestement par le haut, pour pouvoir insérer ces deux éléments. Leurs altitudes de fondation respectives sont différentes, et ça ne correspond pas à un sol de circulation. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'on aurait affaire à deux espaces de stockage enterrés ou au moins semi-enterrés. Le comblement de ces deux espaces était sensiblement différent de celui du reste de la structure, et il comprenait des céramiques en place, parfois encore complètes. C'est un matériel qui est tout à fait homogène et qui remonte d'après le diagnostic effectué par Sylvie Marchand au tout début de la XVIIIe dynastie. Cette datation serait donc a priori celle de la dernière phase d'occupation encore en place de notre site. Donc, si on essaye de résumer, on a un début présumé d'occupation de la zone à la fin de la XIIe dynastie, bien qu'on ne soit pas descendu bien profond, je vous l'accorde, au cours de cette première saison de fouilles. Un développement de la zone pendant la XIIIe dynastie, où d'abord on cuira du pain et ensuite on stocke des machins dans des silos. Bon. Et un dernier changement d'usage avec une nouvelle occupation à partir de la XVIIIe dynastie et peut-être au-delà, compte tenu du matériel qu'on a trouvé en surface. Donc on n'a pas trouvé le matériel prédynastique que nos prédécesseurs avaient signalé. Mais en termes de résultats de chronologie et d'occupation, c'est quand même assez positif. Alors pourquoi ?
il est par exemple intéressant de noter que les 4 phases d'occupation qu'on a définies, elles sont complètement continues. Donc ce que j'entends par là, c'est que pour chaque phase, une partie des structures a été remodelée, réemployée, consommée par la phase suivante. À aucun moment il y a eu d'abandon total de la zone en 1000 ans. Les murs de la boulangerie sont restaurés et réutilisés pour mettre en place les silos. Au moins 2 d'entre eux sont encore utilisés à la XVIIIe dynastie et on pourrait aller plus loin en disant que les vestiges au sud de la zone de fouille, donc ceux qui se trouvent ici, que ces vestiges-là, qu'on a fait finalement que dégager en surface cette année, conservent eux aussi l'orientation des phases précédentes et semblent s'aligner sur des murs déjà présents. C'est ce qu'on voit ici, avec ce petit bout de mur-là qu'on a présent sur les 4 phases. Les vestiges donc de la fin de la XIIe dynastie, qui n'ont été explorés que sur une surface finalement assez faible, révèle quand même un petit bout de mur qui lui aussi suit cette orientation et qui sert de fondation à des éléments plus tardifs. Donc tout ça obéit à une grille qui restera inchangée sur 1 millier d'années. Et ça confirmerait en fait une forme de continuité dans le tissu urbain. Cette persistance locale des orientations, elle semble s'étendre au-delà des vestiges découverts cette année. Alors, en effet, même si les relevés à notre disposition sont quand même très limités, je vous l'accorde, on a un temple ptolémaïque qui est situé 70 mètres à l'est de cette zone et qui semble suivre les mêmes axes. Alors vous me direz, cet édifice est beaucoup plus tardif, c'est vrai. Et il est construit hors les murs, c'est toujours vrai. Mais Ronald Redford, qui l'a fouillé, nous affirme qu'il vient remplacer un monument antérieur dont il a conservé les axes et l'emplacement. Donc tout porterait à penser qu'on aurait peut-être un grand quartier cohérent qui a été coupé par l'installation de l'enceinte de Nectanebo, donc ici, et que le tissu urbain à l'extérieur du Téménos a continué son existence en conservant les orientations d'origine jusqu'aux époques tardives. Or, les vestiges mis à jour par Marie Millet et Aurélia Masson, qui sont pourtant contemporains et très proches de notre zone, c'est ce qui se trouve ici et ici, lui, rentre dans une grille qui est radicalement différente et bien plus proche de la grille utilisée pour les maisons des prêtres de la XVIIIe dynastie le long du lac Sacré. Donc, c'est les maisons qui se trouvent là. Du coup, le changement pourrait s'expliquer par la coexistence à l'origine de 2 ensembles séparés, le quartier du temple d'Amon-Ré d'une part et celui sur lequel nous travaillons de l'autre, aux orientations divergentes. Les quartiers, au fur et à mesure de leurs existences, auraient fusionné pour donner naissance au Karnak que nous connaissons à l'heure actuelle. De telles configurations sont très courantes. L'archéogéographie a depuis longtemps acté la persistance des réseaux viaires et dans une certaine mesure du parcellaire au fil du temps. Et c'est une hypothèse qui poserait plusieurs questions. À quand pourrait remonter la fondation de ce quartier manifestement indépendant du temple de Karnak? Quel lien entretenait-il avec ce dernier? Si la fondation du temple de Karnak remonte au Moyen Empire, comme le veulent les théories récentes, l'occupation humaine dans le secteur est donc probablement plus ancienne. Où a commencé cette occupation? Donc, les niveaux prédynastiques qui constituaient notre problématique de départ ne sont peut-être pas à relier au grand temple de Karnak, mais à un autre ensemble, un autre Karnak, qui a préexisté plus à l'est. Donc, répondre à ces interrogations va nécessiter la poursuite des travaux dans le secteur pour les saisons prochaines. Il va falloir descendre plus profondément pour vérifier la présence du matériel prédynastique
qui avait été signalée par Franchet. Et cette opération ne pourra être accomplie qu'au prix de démontages très importants dans les niveaux 12e, 13e dynastie que nous avons découverts cette année. Or, comme il n'est pas courant de pouvoir observer intacts ces niveaux sur une aussi grande surface dans Karnak intramuros, il va falloir prendre quelques précautions. Donc, on va élargir sensiblement les fouilles pour observer les bâtiments dans leur ensemble, étudier le matériel et le tissu urbain qu'ils forment avant de poursuivre. C'est un programme colossal qui va nous prendre des années, mais on espère bien à un moment pouvoir apporter de la matière à cette enquête. Et voilà, donc on n'en est encore qu'au tout début. Et c'est la fin.